je finis donc cette présentation en donnant la parole au professeur Friedman. Merci beaucoup à Jean-Sylvestre Berger de m'avoir permis de participer à cette intéressante journée d'échange. Uber n'a pas été inventé par les taximens. Et Airbnb n'a pas non plus été initié, n'est pas géré par le secteur de l'hôtellerie. Il n'est donc absolument pas sûr que le droit de la technosphère ou de cette nouvelle société que l'on croit en gestation, alors qu'en réalité elle est déjà là, mais qu'on s'en est pas encore aperçu, n'est pas du tout sûr que la régulation de cette société sera le fait des juristes. Pourquoi interrogeons-nous un instant là-dessus? Et je pense un jour un ancien PDG, grand PDG, comme ça m'avait interpellé sur un point, il me disait: pourquoi aucune des grandes sociétés de chemin de fer américaines n'est devenue une grande compagnie d'aviation? Comme je lui faisais part de ma perplexité, il me disait: parce qu'ils n'avaient pas compris le métier qu'ils faisaient. Ils croyaient que leur métier c'était de faire rouler des trains, ils n'avaient pas compris que leur métier c'était de transporter des voyageurs. Et donc ça, c'est une question qu'on peut adresser à nos juristes. Aujourd'hui, beaucoup de nos juristes croient que leur métier, c'est de commenter des articles de code ou des traités ou des de participer à plaider devant des juges, etc. Mais peut-être que leur métier, ce n'est pas cela. Ce n'est pas seulement cela. Et donc, ils se trompent peut-être sur leur métier lorsqu'ils disent: ne me parlez pas de ces nouvelles normativités, le chiffre, etc. Tout ça n'a rien à voir avec le droit, les valeurs du juridique. Tout ça, ça n'est pas du droit. En plus, en faisant cela, ils se dérobent à l'interpellation que leur adresse d'abord la réalité, et ensuite un certain nombre d'acteurs, on l'a encore vu ce matin dans les débats, qui disent: mais que font les juristes? Enfin, en réalité, ils se préoccupent. Les gens sont gentils, mais ils se préoccupent peu du sort des juristes. Mais comment est-ce que le droit intervient pour réaliser un peu de contrôle, un peu de justice, etc., dans ce domaine? Alors, quelle théorie du droit pour répondre à la commande qui m'a été faite pour l'approche de cette nouvelle société, en quelque sorte, ou ce nouveau monde? Eh bien, je dirais qu'il faut d'abord, pour paraphraser le grand Nietzsche, il faut faire de la théorie à coups de marteau. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer par casser, et c'est tout un travail, je peux vous le dire, j'ai consacré beaucoup d'années avec certains autres, casser un certain nombre de concepts qui structurent fondamentalement la pensée des juristes et qui, en réalité, ne leur permettent pas de voir, en fait, ce qui se passe sous leurs yeux. Bon, c'est certainement un concept d'ordre juridique qui les empêche de penser le chaos, pour revenir au défaut de contrôle souligné par Jean-Sylvestre. C'est le concept de catalogue fermé des sources formelles du droit qui ne leur permet pas de se mettre à réfléchir ou à dire quelque chose ou à écrire quelque chose sur des normes techniques, sur des indicateurs, sur des capteurs et des algorithmes, etc., même lorsqu'ils ont une portée clairement normative ou qu'ils pourraient l'avoir. Donc, depuis une vingtaine d'années, les théoriciens du droit ont placé comme sujet numéro 1 cette idée d'essayer de penser, de formuler une théorie, un paradigme, comme on aime dire, mais c'est assez bien ça, puisque c'est assez bien en forme d'image ou de représentation, qui puisse coller davantage à la société en gestation. Et ça s'est discuté essentiellement, ça a pris la forme d'un débat sur le droit global, ou transnational, ou mondial, ou cosmopolitique. On y ajoute maintenant, mais il faut dire que ça rentre dans le concept du global, numérique, algorithmique, etc. Je ne dis pas que ça signifie la même chose, mais ça en est venu à signifier la même chose. Ça fait partie d'ailleurs du même monde, on nous l'a expliqué ce matin. Alors, c'est
potentiellement, quand même, d'abord c'est polémique, ces concepts sont polémiques, ils visent à combattre les concepts existants, et des concepts sont plus fondamentaux encore que ceux que je viens d'évoquer, qui sont peut-être le fondement du droit tant ancien que moderne, qui, au fond, le droit, dit-on, je parle sous le contrôle des historiens, naît avec le néolithique, et donc avec l'agriculture, et avec l'idée de sédentarisation et de l'appropriation d'un lopin, sur lequel une personne va exercer du contrôle sur ce qui s'y trouve, et va en être maître et possesseur, ce qui sert encore au moderne pour penser la politique, c'est-à-dire le lopin devient un territoire qui appartient à un souverain, qui en est maître et possesseur, qui règle tout ce qui se passe dessus. Ça s'appelle la souveraineté, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur vis-à-vis de ses voisins qui ne sont pas censés s'en mêler. Donc il entretient des rapports de voisinage plus ou moins conflictuels, comme nous le savons, nous qui avons tous des voisins. Évidemment, alors je laisse ce dialogue international global parce que vous avez vu le titre de l'intervention de Sandrine Maljean-Dubois, Technosphère et droit international, donc je ne veux pas empiéter là-dessus, mais donc on pense un paradigme global. Donc on estime que les lunettes que l'on avait pour penser le droit de manière fondamentale ne sont plus ajustées, et donc les théoriciens, ils vont chercher des nouvelles lunettes. Mais ils ont un comportement très bizarre que je soumets à votre sagacité, c'est qu'au lieu de se rendre chez l'ophtalmo, ils vont regarder dans leur tiroir les vieilles paires de lunettes qui correspondent à leur correction précédente, et ils essayent pour voir si ça ne leur permettrait pas de voir la réalité. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène, c'est très frappant quand on étudie le champ, de plus en plus vaste, mais enfin, quand même, qui est maîtrisable de ces théories du droit global, c'est que d'abord, vous allez avoir un retour vers le juste naturalisme. Alors, le droit naturel, c'est quand même quelque chose là qui est intéressant d'évoquer aujourd'hui. Hein, le droit naturel, un droit qui serait... ça peut avoir une puissance d'évocation, on dira d'ailleurs en quoi c'est pas tout à fait faux, mais il y a en réalité, il faut se méfier, parce que derrière le droit naturel, il y a deux théories qui n'ont strictement rien à voir. Il y a le droit naturel des modernes, fin 18e, formulé, etc., c'est-à-dire l'idée que le vrai sujet, c'est pas l'État, mais le vrai sujet, c'est l'individu et ses droits fondamentaux. Et des gens comme les environnementalistes, qui sont quand même au centre de notre discussion aujourd'hui, ne sont pas très intéressés par un modèle qui conduit droit au libéralisme et au fond, nous a menés où nous en sommes dans le rapport à la nature, par exemple. Par contre, ils sont plus intéressés, lorsqu'ils en ont connaissance, mais tout ça, on n'a pas besoin d'avoir lu des théories pour en fait en être profondément imprégné. Ce sont des grandes théories bien inscrites en nous. C'est le droit naturel des anciens. Le droit naturel des anciens, donc la base c'est Aristote, et qui a déjà, dont le nom a déjà été évoqué ce matin. Et alors là, on est dans quelque chose qui est une conception qui est très unifiante, justement, qui est très englobante, dans lequel l'individu est un microcosme qui est dans la cité, et la cité est elle-même dans le cosmos, etc., qui englobe dans une seule et même sphère. La sphère, c'est très important pour Aristote, hein, c'est le plus proche de l'immobilité. La sphère, attention à ça, c'est parce que la sphère est très proche de l'immobilité, c'est le seul mouvement qui en fait ramène au point de départ, donc il y a quand même cette idée de stabilité, et dans lequel on va mélanger les lois de la nature et les lois humaines, c'est pour ça que nous avons l'homonymie entre les deux d'ailleurs, puisqu'elles appartiennent au même monde, et dans lequel ce sera évidemment donc une sphère cosmique qui sera saturée de normes et de valeurs. Et de ce point de vue-là, on rejoint la mise en garde que je pense qu'il faut prendre très au sérieux, l'interpellation que nous a fait le professeur Burgess en début de journée, en disant attention, moi la technosphère, quand j'analyse ce concept
par ceux qui l'ont forgé, c'est une division de la planète. C'est pas pour rien que c'est une théorie faite par des géologues. Les géologues, ils connaissent des couches qui se superposent, et il faut voir si du point de vue des métaphores, puisque nous sommes ici en pleine métaphysique, hein, c'est-à-dire qu'on joue avec des images, il faut voir si c'est la métaphore dans laquelle, effectivement, qu'on veut utiliser, qui rend le mieux compte de ce qu'on veut dire. Et donc, il y a là, dans cette conception totalisante, holistique, etc., du droit naturel ancien, quelque chose qui tente beaucoup les milieux écologiques ou les milieux environnementaux qu'on va retrouver dans un contexte non juridique comme l'hypothèse Gaïa, Modern Nature, et dans lequel, au fond, on va avoir donc une divinisation en même temps de ce qui est très important, hein, je dis pas ça, la divinisation, c'est vraiment aussi le mélange du matériel et des valeurs, etc. Et donc c'est une conception assez séduisante, je pense, pour les environnementalistes, et je voudrais moi simplement faire un appel, je ne sais pas si ce n'est pas la bonne conception, il y a beaucoup d'avantages, mais je voudrais faire un appel à la prudence. Pourquoi? Parce que ça a déjà été utilisé à l'aube du monde moderne, ça a donné l'école de Salamanque. L'école de Salamanque, c'est-à-dire, hein, qui est la grande théorie du nouveau monde. Alors on présente Francisco de Vitoria, le défenseur des Indiens, etc. Je pense qu'il y a beaucoup à déconstruire là-dessus, qui est en fait, au sens le plus profond du terme, au vrai sens du terme, une théorie catholique de la mondialisation, catholique signifiant universel, dans lequel l'idée c'est, ça a déjà été évoqué ce matin, mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même se mettre d'accord sur certaines valeurs communes à l'humanité, la première d'entre elles étant cette planète qui nous réunit, puisqu'il n'y en a qu'une, nous vivons dessus, nous vivons d'elle, nous avons besoin d'elle, elle n'a pas besoin de nous, vous connaissez tout ce discours, l'histoire du climat, de l'accord de Paris, de grande importance qu'on donne symboliquement, politiquement, au sens fort du terme, à l'accord de Paris, alors que juridiquement, je ne veux pas rentrer dans un débat avec Sandrine, mais juridiquement, ça reste quelque chose, bon, je vais pas utiliser un mot, disons qu'on a fait plus contraignant dans d'autres domaines, et de beaucoup, mais l'idée c'était d'avoir tout le monde, d'où l'importance du geste de Trump, évidemment. Il n'y a plus tout le monde, hein, mais pourtant il faut make our planet great again. Hein, donc il a bien capté. La France est à l'aise dans ce genre de débat, elle est là pour ça, c'est son rôle universel que de pouvoir mettre les concepts, etc. Donc, or, que nous apprend cette école scolastique, cette seconde scolastique, elle sous l'idée d'un bien commun à l'humanité, il y a en fait un grand dogmatisme. Il y a la justification du colonialisme, et il y a un phénomène qui est très bizarre, c'est-à-dire que ça génère du conflit en prétendant le nier. Hein. Il n'y a pas de conflit ici sur les valeurs. Hein. Donc moi je suis issu d'une école très pluraliste, hein, où il n'y a que des conflits de valeurs. Hein. Donc évidemment là il y a un accord sur des valeurs fondamentales, donc il y a une conception qui semble iréniste et qui en même temps génère du conflit, parce qu'évidemment tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas dans la même situation. Et ces Indiens, à partir du moment où on leur reconnaît une âme, Francisco de Vitoria leur reconnaît une âme, mais si vous avez une âme, attention, vous devez devenir catholique, hein, parce que on doit vous sauver, on doit vous sauver. Et une fois que vous êtes catholique, bon, alors maintenant, attention, on vous tient prêt. Hein. Donc, il y a là quelque chose sur lequel j'appelle à la prudence. On ne va pas recoloniser le monde par les écologistes, hein, c'est pas ça que je dis, mais attention d'essayer de construire des choses pluralistes, de prendre en compte que tout le monde n'a pas la même valeur, tout le monde n'a pas le même intérêt dans l'affaire du réchauffement climatique. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs dans l'histoire du réchauffement climatique. Donc, par rapport à ça, là, vous avez, alors si on était dans les mots les plus, c'est tellement, on parlerait alors du versant positiviste, mais parlons plutôt versant droit politique. Versant droit politique, ça va donner la thèse. Le global va donner le constitutionnalisme global, qui est en gros le versant juridique des théories sur la gouvernance globale, et de quoi s'agit-il? Il s'agit
de penser les conditions d'un pouvoir mondial institué qui serait à la fois légitime et efficace. Et là, on peut mettre les Allemands, sont beaucoup dans le néonaturalisme ancien, beaucoup les hispaniques et les lusophones. Et dans le courant constitutionnalisme global, là, on retrouve les Allemands. C'est aussi comme ça que s'est construit l'Allemagne, et Habermas en tête dans ce mouvement. Alors, d'autres disent, non, on ne va pas y arriver, ce qui semble l'évidence, si on est 2 secondes réalistes, on ne va pas y arriver tout de suite, là, pensons plutôt à un pluralisme ordonné, selon la belle expression de Mireille Delmas-Marty, qui doit se comprendre, en fait, comme le pluralisme des ordres. On doit aménager les relations entre les ordres existants, spécialement pensés sur une base géographique, éventuellement sous-nationale, pour les États fédéraux, même entités locales, puis le national, le régional, l'Europe, l'international. Et là, vous avez une option qui est plus intéressante encore que cette division-là, qui est la thèse de Gunther Teubner à la suite de Luhmann, le grand sociologue du droit, qui est l'idée, oui, un pluralisme des ordres, mais ces ordres ne seraient plus divisés sur une base géographique, donc, puisque en fait le global c'est essentiellement la relativisation de ce concept de terrain, on en parlait ce matin aussi, c'est-à-dire de régulation par celui qui tient la terre où se déroule le phénomène, celui qui tient le lieu. Et donc qui serait un pluralisme des secteurs. Donc les différents secteurs de la société se seraient réorganisés au niveau global, avec le marché, l'Internet, la science, etc. Et en réalité, chacun obéirait à ses normativités propres, et le droit chez Teubner, certainement pas chez Luhmann, Luhmann prédit cette société, mais il dit, en fait, ça va être la mort du droit. Donc, ça rejoint un peu ce que je vous disais au début, c'est-à-dire la fin du droit comme la fin d'une anomalie occidentale, le caractère occidental étant ce fameux nomos de la terre de Carl Schmitt, c'est-à-dire ce droit fait sur base de l'appropriation de la terre. Et donc, ça a le mérite de mettre en scène quelque chose qui devient, alors pour les juristes, les différentes normativités qui ne sont pas juridiques, toutes les normativités techniques, les indicateurs, les capteurs, les algorithmes dont on nous a parlé, ça c'est très positif dans la théorie de Teubner, mais on se retrouve de nouveau dans des divisions sectorielles. On se retrouve dans des divisions sectorielles et où c'est le droit qui alors devrait, parce que Teubner sauve in extremis le droit, comme étant celui qui va diplomatiquement gérer les relations entre les différents ordres normatifs sectoriels. Alors, je pense qu'on se trompe à nouveau de vouloir faire ces divisions ici, et que ça ne correspond pas à, bien sûr, ça ne correspond pas à l'expérience du terrain. C'est pas ça que moi je vois sur le terrain, en tout cas. Si vous prenez un phénomène comme le Bitcoin, alors, est-ce que c'est un phénomène du secteur financier ou c'est un phénomène du secteur Internet? Et est-ce que ça n'a pas à voir très fort avec le secteur nature, énergie, etc., dès lors que le principal défaut de cette invention, c'est d'être extrêmement énergivore. Et donc, on peut bien sûr, le paradigme peut dire, mais j'en rends compte. C'est le propre d'un paradigme, peut toujours rendre compte de tout. La question n'est pas de savoir si un paradigme rend bien compte de tout, mais de choisir le paradigme qui nous est le plus utile pour résoudre les problèmes que l'on veut envisager. Et de ce point de vue-là, le fait de dire, mais je peux analyser ça tant du point de vue financier que du point de vue de l'Internet séparément, c'est pas la bonne manière. L'hybridation, c'est le grand mot a été lancé par Jean Sylvestre, ou même le fait de considérer les normes. Alors attention les juristes, ne vous évanouissez pas. J'avais dit, on va faire coup de marteau sur l'ordre juridique. On peut envisager les normes indépendamment de l'ordre dans lequel ils s'inscriveraient. On peut très bien le faire. Si j'avais le temps, je vous donnerais des exemples tout à fait élémentaires qui vous montrent que c'est absolument possible. On peut très bien mélanger les normes. Et en fait, c'est ce qu'on fait tout le temps. Toute la journée, on fait ça. Donc, voilà ces différentes théories. Alors, par rapport, du coup,
il faut savoir que le paradigme, pour en terminer avec ça, le paradigme Luhmann-Teubner, c'est le paradigme des systèmes autopoïétiques, c'est-à-dire un paradigme que l'on doit à Varela et Maturana, dans le domaine, une sorte de paradigme donc systémique, effectivement, mais dans le domaine des sciences du vivant, pour rendre compte de l'idée d'organisme comme un tout qui a, l'organisme étant ce qui a, le système autopoïétique étant ce qui est une membrane, en quelque sorte, c'est-à-dire la division entre un intérieur et un extérieur. Donc, considérer les différents secteurs de la société comme des organismes distincts me semble une erreur, et je préfère nettement, et je ne le dis pas uniquement pour faire plaisir à notre hôte, je préfère nettement l'idée de circulation, surtout si cette circulation devient totale et au-delà du contrôle. Et là, on est dans quelque chose qui fait signe vers une autre métaphysique, vers d'autres images, et on est, d'ailleurs Jean-Sylvestre Berger a utilisé les mots, bien entendu, dans sa communication, on est dans des questions de flux. Hein, et là, on rentre dans la grande métaphore du flux, avec l'idée que quand on avait un droit néolithique, je dirais, basé sur la propriété de la terre, eh bien, on était dans fixer des règles qui sont des limites, découper des juridictions, découper aussi des disciplines, avoir des gardes-frontières partout qui gardent les frontières entre les différentes branches du droit ou les différentes sociologies. Il ne faut surtout pas que le droit soit mélangé. Ça, c'est l'horreur ici pour le droit néolithique. Et on passe à un tout autre vocabulaire, qui est en fait le vocabulaire, on va parler, au lieu de parler de réglementation, de fixer des limites, on va parler de gérer des flux. Hein. Donc pour dire les choses comme sur le plan des juristes, mais sans jugement de valeur ici, on passe d'un modèle de la réglementation à un modèle de la régulation. Et là, le vocabulaire est tout à fait différent. On doit gérer des flux, on essaie éventuellement de les canaliser, et là-dessus, on filtre, et donc on va parler d'une société liquide et d'un droit liquide pour une société liquide, et on va rejoindre un commentaire conclusif de la matinée qui me semble tout à fait essentiel, qui a été fait par le professeur Van der Leu, et qui consiste à dire on doit passer d'un droit qui est fait pour le stabiliser, le stasis, hein, qui est là pour fixer, à un droit qui doit accompagner le changement. Hein, ce qui vient tout à fait à l'encontre des valeurs, mais les plus archéologiques, les plus architectoniques du droit, qui a été encore évoqué avec l'idée de sécurité juridique d'ailleurs ce matin. Donc il ne s'agit plus de garantir la stabilité, il s'agit de gérer au fil de l'eau, si je puis dire, le changement. Alors, cette théorie des flux, elle est déjà mise en scène de manière implicite et très négative par le théoricien du droit nazi important, qui est Carl Schmitt, puisque lui écrit le nomos de la terre, qui est au fond ce dont nous venons de parler, mais sur le plan du droit international public, au fond, qui nous amène à la situation actuelle de fragmentation des terres habitées hors antarctique dans ces différents territoires souverains, et qui annonce que ce modèle a perdu, vous savez dans quelles circonstances ça ne lui a pas plu, et qu'en réalité, on va vers la domination des puissances maritimes, et donc on annonce le nomos de la mer par rapport au nomos de la terre, qui est associé à la common law, qui est évidemment, mais ça il ne peut pas l'écrire après la guerre, mais qui est évidemment associé au grand complot cosmopolitique dont vous avez certainement entendu parler. Et donc, on a déjà cette idée à ce moment-là, et c'est déjà des théories de la globalisation. Hein. C'est déjà des théories. Et celui qui va représenter le personnage alors haï par Carl Schmitt, c'est Hayek. Hein. C'est tout à fait... il est le type même de ce que
ce à quoi Carl Schmitt vise, ce que Carl Schmitt vise avec ce nomos de la mer, ce droit circulant, qui circule en même temps que les capitaux, qui circule en même temps que les produits, etc., sur un marché détorialisé, sorti de ses valeurs culturelles traditionnelles, etc. Donc on est bien dans ces grandes visions du monde qui ont structuré le XXe siècle, et Antoine Garapon a parlé joliment d'un imaginaire maritime de la globalisation, même d'un imaginaire pirate de la globalisation. Je rajouterai seulement, s'il me le permet, un imaginaire corsaire aussi, qui sont avec des courses qui sont commanditées par les États qui n'ont pas disparu. C'est pas parce qu'on a annoncé que maintenant on était dans le global que les États ne restent pas des acteurs absolument centraux du jeu. Simplement, on n'est plus dans le paradigme de la souveraineté. Ils deviennent des acteurs puissants, parmi d'autres, sur cette mer, sur cette marée nostrum. Maintenant, si on veut rendre justice aux choses, il faut sortir un peu du droit et nous rendre compte que cette idée de régulation des flux se substituant aux réglementations juridiques, la vraie personne à laquelle on la doit, et j'ai le plaisir de dire qu'elle est française, c'est Saint-Simon. C'est évidemment Saint-Simon qui a pensé la société industrielle et qui l'a d'emblée pensé avec admiration pour les ingénieurs, dans l'idée d'un remplacement des juristes par les ingénieurs et d'une régulation des flux. Celui qui a très bien expliqué ça, parce qu'il est passionné de canaux, de canalisation, Saint-Simon, et de réseaux hydrographiques. Il a étudié ça, il a voulu faire des affaires dans ce domaine-là. Eh bien, celui qui a très bien expliqué ça, il vaut mieux lire Saint-Simon toujours, mais c'est Pierre Musso qui a... et cette pensée de Saint-Simon, on peut dire, oui, mais alors vous dites qu'il ne faut pas refaire les nouveaux plats mondiaux dans les vieilles casseroles métaphysiques, mais vous revenez à Saint-Simon. Oui, mais cette pensée de Saint-Simon, elle a été enseignée, elle est la culture des écoles d'ingénieurs, au moins jusque dans les années 50 en France ou dans les pays d'ingénieurs comme la Belgique. Donc, cette idée qu'il y a en réalité que le terrain de la régulation, de la réglementation n'appartient pas aux juristes, et qu'en fait, il y a des juristes qui font qui discutent, mais c'est insensé en fait, qui passent leur temps à discuter dans leur coin, et pendant ce temps-là, les ingénieurs régulent la société, c'est totalement structurant de notre société. Il n'y a que nous, juristes, pour penser que, en fait, la société est régulée par le droit. D'ailleurs, c'est l'état de droit. Ça fait très, très, très longtemps qu'il y a d'autres gens qui sont aux commandes dans la technocratie et qui pensent tout à fait autrement. Donc, tout ça, c'est très bien, j'en arrive à ma conclusion, tout ça, c'est très bien parce que l'homme est un enfant qui a besoin d'images. Il a besoin d'images pour rêver, mais il a même besoin d'images pour penser, et il a même besoin d'images pour travailler. Et donc, on n'en sortira pas de la métaphysique, ou alors, si on l'appelle noblement aujourd'hui épistémologie, alors c'est la métaphore des lunettes que j'ai utilisée, mais c'est toujours l'idée d'une Rechtsanschauung, d'une vision du droit qui est elle-même indexée à une Weltanschauung, et c'est bien de ça qu'on fait. Quand on s'est bien amusé à faire tout ça, les juristes, s'ils sont honnêtes, et ils le sont, je connais ceux qui sont dans cette salle, et ils le sont, on sait qu'on a bien réfléchi, on a bien discuté, mais qu'on n'a pas commencé sa journée de travail. On n'a pas travaillé. Moi, j'ai déjà fini mon exposé, je n'ai pas encore commencé à travailler. Parce que, évidemment, après, le boulot, c'est évidemment d'aller étudier ces nouvelles choses. Alors, du coup, oui, Friedman, c'est pas ton cahier des charges. On a demandé quelle théorie juridique, on n'a pas dit d'aller nous mettre au travail, on sait bien qu'on doit travailler, on le fait tous les jours, etc. Sauf que on a un problème qui est que, parce qu'on est dans une période de crise, tout le monde, il y a un rush, il y a une précipitation sur la théorie, et il y a un saut dans la théorie, il y a l'idée d'une sorte de begriff jurisprudence, l'histoire qu'on va trouver la solution dans les concepts et dans les théories. Or, nous savons ça, nous juristes, nous sommes censés la voir, elle est dans la... Il faut une relation bien distanciée avec les philosophes, je suis moi-même aussi une formation de philosophe, il faut une relation, il ne faut pas tout confondre. Les concepts, c'est bien joli, mais on n'en est pas à ce stade-là.
Et pour, je vais simplement vous renvoyer, parce que nous venons de publier un livre qui s'appelle Les défis du droit global, où on fait le point sur des travaux, alors là, des travaux au pied du mur, selon une approche pragmatique qui est la nôtre au Centre Perelman, et on fait le point sur une dizaine de dossiers que nous avons fait, et il y a, dans l'introduction, j'ai essayé de résumer en 3 pages, la méthode pragmatique que nous utilisons, non pas comme un modèle, comme des règles, mais comme comment on dit ça, un compte-rendu d'expérience, pour partager cette expérience et qu'elle soit contestée. Et donc, les défis du droit global, ce texte, l'introduction, si vous tapez les défis du droit global, il est en accès public. Donc, vous avez en 3 pages le résumé. Donc, la méthode, je ne vais pas essayer de la résumer en 3 mots, puisque je suis à la conclusion. J'utiliserai encore une image empruntée au monde du vivant, puisque c'est notre fil rouge ici, c'est notre fil conducteur. C'est que si on est Darwin, on n'est pas au stade où on écrit l'origine des espèces. On est sur le Beagle et on est en train de débarquer au Galapagos. Et on est en train de recueillir, de prélever des échantillons de pinsons et on ne sait pas encore, on n'a encore aucune idée qu'on n'a pas encore même bien observé les différences entre ces pinsons et on a encore moins l'idée que de cette différence entre les pinsons sur les différentes îles des Galapagos va surgir ou va aider à prouver la théorie de l'évolution. Donc, on arrête un petit peu, surtout vis-à-vis des jeunes, les doctorants, mais y compris les confirmés, pas de sur-théorie, on va sur le terrain et on étudie, comme dans la question des loups, comme dans l'histoire des loups. Voilà, le philosophe nous montre l'exemple, on peut être philosophe et pragmatique, on peut être sociologue et pragmatique. Quand on est juriste, on est normalement pragmatique, si on n'a pas été trop déformé par l'institution, et on va voir, et là on se rend compte que notre métier, c'est pas de faire rouler des trains, ni même de faire voler les avions, ou même le Solar Impulse, mais c'est de porter un regard que personne d'autre, certainement pas les ingénieurs qui conçoivent les nouvelles normativités en se passant très bien de nous, pose sur les choses. Lui veut résoudre des problèmes. Nous, on voit qu'il y a des conflits d'intérêts, qu'il y a des conflits de valeurs, qu'il y a des stratégies, qu'il faut réaliser des équilibres, qu'il y a une justice à faire et qu'il faut... Voilà ce qu'est le regard du juriste. Et donc, il va aller regarder les différents animaux de ce bestiaire normatif de la globalisation. Il y en a énormément, ça pullule, c'est comme au Galapagos. Et il faut aller étudier animal par animal ces différents instruments, se rendre compte, à chaque fois, les étudier au départ d'un cas ou d'un problème au maximum, voir quels sont les différents groupes d'intérêt dans la situation, quelles sont les stratégies qu'ils poursuivent, quels sont les instruments normatifs qu'ils mobilisent ou qui sont construits sur base de leurs désaccords, et en quoi ces instruments s'inscrivent éventuellement dans des dispositifs et aident à construire des nouvelles institutions. C'est très différent, le droit des États ou le droit international et l'ICANN en tant qu'elle contrôle effectivement les flux de l'Internet. Ça ne fonctionne pas de la même manière, mais il ne suffit pas de critiquer, de dire « oui, mais ce n'est pas légitime ». Mais comme a dit Foucault, un pouvoir, ça ne roule pas à la légitimité comme une voiture roule à l'essence. Ça n'est pas la fin. Et puis, je ne sais pas pourquoi les juristes veulent toujours parler de légitimité, qui met ça aux politologues. Les juristes, ce n'est pas la question de la légitimité qui est la leur, c'est la question de la normativité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas discuter de légitimité, mais qu'on n'a pas toujours ça pour ne pas aller travailler. Il faut d'abord, on suspend, on fait l'époquet de la légitimité comme Montaigne, et on va au charbon regarder ce qui se passe. On instruit les dossiers. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un objet jurisprudent, que c'est un code de conduite, c'est un indicateur qu'on n'a pas la même exigence, dont on demande à nos doctorants la même exigence de précision. Pourquoi vous n'avez pas décrit les conditions d'application exactes? Que se passe-t-il dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a une décision qui a été prise? Quels sont les effets? Voilà ce qui me semble être la vision d'un pragmatique sur la théorie, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, le fait qu'il ne faut pas s'exagérer l'importance de la théorie ou de ce que maintenant on préfère appeler la méthode, mais qu'il faut d'abord aller regarder ce qui se passe. C'est cette injonction que je partage évidemment avec Jean Sylvestre, que nous adresse la réalité, que nous devons sans cesse nous adresser pour rester collés
à cette réalité, sinon le droit sera lettre morte. On a déjà vécu ça avec le droit romain, on continuera encore à l'étudier pendant 2000 ans, mais il aura tout à fait cessé d'avoir une réelle prise, s'il en a encore, je ne suis pas persuadé qu'il en a encore, sur le monde tel qu'il se fait aujourd'hui. Je vous remercie.